Depuis que la vie est apparue sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années, les espèces ne cessent de se multiplier et d'évoluer. Aujourd'hui, entre les mammifères, les oiseaux et les reptiles, les espèces se comptent par millions. De plus, certaines espèces disparaissent et d'autres apparaissent. La vie est en perpétuelle évolution. En se basant sur des anatomies, des croyances et des expériences, plusieurs scientifiques ont adopté leurs propres théories sur cette évolution qui parfois peuvent être similaires ou contradictoires. Jean-Baptiste Lamarck est un scientifique qui a consacré ses recherches pour émettre des théories sur l'évolution des espèces. En 1800, il dit que les êtres vivants peuvent modifier leurs organes au cours de leur vie pour mieux s'adapter à leur environnement et que cette transformation se transmet par hérédité. Mais une des théories les plus connues est celle de Charles Robert Darwin, un célèbre naturaliste anglais né en 1809 et mort en 1882. C'est notamment un auteur dont les travaux sur l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie, spécialement avec son ouvrage De l'origine des espèces, paru en 1859. Il rejoignit Lamarck sur le fait que les espèces se transforment au cours du temps, mais divergeait sur les raisons. Charles Darwin a entrepris un grand voyage de 5 ans pour effectuer des recherches en géologie. Au cours de ce voyage, il fait une longue escale sur des îles situées à l'est de l'océan Pacifique, les Galapagos. Ces îles, proches les unes des autres, avaient le même climat, les mêmes roches et la même altitude, mais présentaient des espèces endémiques. Les chercheurs ont analysé des séquences de 2 segments d'ADN des 14 espèces d'oiseaux, aujourd'hui connues sous le nom générique de pinsons de Darwin. Ces 14 espèces se ressemblent beaucoup, mais présentent beaucoup de différences. Charles Darwin présente ses observations et conclut à une évolution naturelle des espèces. La Terre a été peu à peu colonisée par des organismes unicellulaires et des plantes qui, de mutation en mutation, ont évolué vers des êtres plus complexes, les animaux dans l'homme. L'évolution se fait par sélection naturelle. Ce sont les animaux les plus adaptés à leur milieu qui survivent. Ce sont donc eux qui auront le plus de chances de se reproduire et donc de transmettre leurs gènes jusqu'à donner naissance à une nouvelle espèce. Ainsi, au cours du temps, l'homme a toujours voulu expliquer ses pires atrocités à travers des théories scientifiques, morales ou religieuses. Il s'est inspiré alors de la théorie de l'évolution pour commettre ou justifier ses actes racistes et eugénistes. Ce qui a donné naissance au darwinisme social, un système idéologique qui voit dans les luttes civiles, les inégalités sociales et les guerres de conquête rien de moins que l'application à l'espèce humaine de la sélection naturelle. Le représentant le plus connu de cette idéologie est un contemporain anglais de Darwin, Herbert Spencer. Ingénieur, philosophe et sociologue, Spencer voit dans l'origine des espèces la clé qui permettrait de comprendre le développement de la civilisation. Pour Spencer, la société produit et forme des éléments brillants qui seront sélectionnés pour permettre à cette société de continuer à progresser. Décliné à partir de la théorie de Darwin, le concept de Spencer devient appliqué à la société, la sélection des plus aptes. Le darwinisme social, tel qu'il sera appelé bien après son exposé par Spencer, pose en principe la supériorité de l'hérédité sur l'éducation. Par le principe de l'évolution, l'homme s'extrait du mécanisme de la sélection naturelle en plaçant au-dessus de la lutte compétitive pour l'existence tout ce qui contribue à favoriser le processus de la civilisation, à savoir les qualités morales, l'éducation, la culture, la religion, ce que Darwin nomme les instincts sociaux. De cette façon, il remet en cause la vision de Spencer de la nature sur la culture. La sélection naturelle n'agit pas sur le plan social comme au niveau des organismes. Elle ne consiste donc pas à éliminer les membres en bas de l'échelle sociale. Nous pouvons donc nous demander comment la déformation du darwinisme a-t-elle influencé l'humanité à partir du XIXe siècle. D'après le dictionnaire Larousse, le racisme est un comportement inspiré par une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races. Le racisme peut se fonder sur des différences biologiques, réelles ou supposées, ethniques, nationales ou religieuses. L'anthropologiste indien Lalita Vidyarthi indique que la théorie de l'évolution de Darwin a fait que le racisme soit accepté en tant que concept par les sciences sociales. Les darwinistes se sont alors engagés dans une grande lutte pour prouver les vues racistes de Darwin. Pour atteindre ce but,
ils n'ont pas hésité à sortir des citations de Darwin hors de leur contexte et à inventer des tromperies scientifiques. Ils espéraient ainsi avoir scientifiquement prouvé leur propre supériorité et expliquer leur droit d'opprimer, de coloniser et d'exterminer ceux qui leur semblaient différents. En effet, même si l'abolition de l'esclavage en 1833 au Royaume-Uni a eu lieu avant l'apparition du darwinisme, on retrouve dans la théorie de Darwin plusieurs éléments qui pourraient aider encore aujourd'hui à expliquer le principe de l'esclavage. Dans son ouvrage de l'origine des espèces, Darwin parle de différentes races humaines. Il y aurait, selon ses dires, une race favorisée, constituée d'Européens blancs, et des races inférieures, regroupant les aborigènes d'Australie et les Africains. De plus, plusieurs passages de son ouvrage La filiation de l'homme, paru en 1871, soit 12 ans après de l'origine des espèces, sont cités pour montrer la compatibilité de la pensée de Charles Darwin avec l'idéologie de la supériorité des races et le darwinisme social, tel que « Ainsi, les membres faibles des sociétés civilisées propagent leur nature et en conséquence, nous devons subir sans nous plaindre les effets incontestablement mauvais générés par les faibles qui survivent et propagent leur espèce. » Ou encore l'affirmation que l'oppression perpétrée par les Blancs était une loi de la nature. Ainsi, ces passages troublants ont engendré un courant de scientifiques darwinistes œuvrant à justifier l'esclavage. Leur principal argument serait que les Noirs leur sont inférieurs. Des anthropologues avaient d'ailleurs assumé que la dimension cérébrale avait un rapport avec l'intelligence et avaient intentionnellement exagéré la taille des crânes caucasiens et sous-estimé la taille des crânes des Noirs. Les explications précédentes paraissent aujourd'hui grossières et dénuées de raison, mais elles ont pourtant servi à appuyer leurs arguments autrefois. Toujours d'après le dictionnaire Larousse, le colonialisme est un système qui préconise l'établissement et le développement de pays dépendants considérés comme source de richesse et de puissance pour la nation colonisatrice. Darwin appuie l'idée selon laquelle l'excès de population par rapport aux ressources nécessaires à son maintien donnait lieu à une lutte constante pour la survie dans laquelle le gagnant était le plus fort ou le mieux adapté. Il fut alors facile pour certains sociologues de donner à la notion d'adaptation une apparence morale afin de légitimer le fait que les races qui parvenaient à survivre étaient moralement en droit de le faire. Ainsi, les races favorisées, sortiraient victorieuses de cette lutte, ont certainement remplacé les races inférieures du monde entier. Par exemple, quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, il existait 30 millions d'indigènes sur le continent. Le résultat des massacres fait qu'il n'en existe plus que 2 millions aujourd'hui. Et toujours d'après la théorie scientifique selon laquelle la taille cérébrale a un rapport avec l'intelligence d'une personne, des scientifiques ont aussi falsifié la dimension de la taille cérébrale des Indiens en la diminuant, pour prouver que ces êtres leur sont inférieurs, et ainsi justifier leur colonisation et extermination. Toutefois, il est important de comprendre que ces citations de Darwin précédentes ont été sorties de leur contexte, comme le font les darwinistes. Il faut distinguer clairement le sentiment de supériorité dont souffraient tous les Européens blancs de l'époque, Darwin inclus, du racisme qui repose sur la croyance d'une inégalité raciale et la prescription d'actes visant à concrétiser celle-ci. Ainsi, le racisme existait déjà avant Darwin. Cependant, le darwinisme social a offert un soutien aux idéologies racistes depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Les racistes se sont servis des affirmations et des slogans darwinistes sortis de leur contexte pour appuyer leurs idées. La seconde grande conséquence du darwinisme social est l'eugénisme. En effet, à la fin du XIXe siècle, de nombreux travaux sur l'hérédité sont réalisés par des scientifiques convaincus que les imperfections, les déformations et les capacités intellectuelles sont déterminées par des facteurs génétiques. On va définir alors l'eugénisme comme la totalité des théories et pratiques cherchant à manipuler la procréation de manière à perfectionner l'espèce humaine. L'eugénisme proposé par Francis Galton, cousin de Charles Darwin, apparaît comme solution aux problèmes sociaux de l'époque, comme la délinquance et les maladies mentales. Les idées de Galton ont du succès très rapidement au sein de la communauté scientifique anglaise, puis se répandant dans le monde entier au début du XXe siècle. L'eugénisme existe donc sous deux formes.
Premièrement, l'eugénisme positif. Il cherche tout d'abord à favoriser la reproduction entre les individus avec les critères recherchés par les eugénistes, c'est-à-dire ceux qui sont jugés spécialement utiles et favorables pour la société. Pour illustrer ce phénomène, nous nous appuierons sur l'exemple de l'eugénisme pratiqué en France, évoqué dans le livre intitulé « Destin de l'eugénisme » de Paul-André Rosenthal. Cette expérimentation à grande échelle dure des années 1920 à 1980. Ungemach à Strasbourg est une cité-jardin résidentielle offrant des conditions de vie très attractives à des couples sélectionnés suite à leur réponse à un questionnaire de sélection et à leur état de santé physique et mentale, s'engageant sur un contrat de procréation. On peut donc dire que cette expérience est eugéniste puisque seuls les éléments en meilleure santé de la société ont été sélectionnés pour habiter dans ces constructions. L'autre forme d'eugénisme est l'eugénisme négatif, qui cherche à éviter la procréation de personnes jugées inutiles ou dangereuses pour la société. Il induit donc la mise en place de pratiques d'exclusion, de stérilisation, voire d'élimination. Nous nous intéresserons à la version la plus marquante et violente de l'eugénisme négatif, qui est l'eugénisme sous le régime nazi. En effet, cette période est le paroxysme de l'eugénisme négatif. La poussée à l'extrême des pratiques eugénistes va conduire à l'extermination de plusieurs millions de personnes. Dès 1933, à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, l'Allemagne nazie a mis en place une politique officielle d'eugénisme, caractérisée par la favorisation de la procréation des humains de race aryenne. Le 14 juillet 1933, Hitler met en place une loi de stérilisation. Toutes les personnes atteintes de maladies héréditaires seront stérilisées. Le 25 juin 1935, elle est changée et la castration des homosexuels devient légale. Le 18 octobre 1935, une autre loi interdit à toute personne atteinte de maladies génétiques de se marier et de se reproduire. En 1939, lorsque le pays est entièrement tourné vers une économie de guerre, les institutions destinées aux handicapés physiques et mentaux coûtent cher à l'État. Il n'y a plus qu'une solution, les éliminer. C'est le programme Action T4 qui est établi à la demande d'Hitler. Dès septembre 1939, toutes ces personnes jugées indignes de vivre sont envoyées dans des centres de gazage et gazées avec du monoxyde de carbone. De plus, l'antisémitisme et la persécution des juifs étaient des éléments fondamentaux de l'idéologie nazie. Ces persécutions commencent dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Avec les lois de Nuremberg de 1935, les juifs perdent la citoyenneté allemande et n'ont pas le droit au mariage avec des Allemands non-juifs, c'est-à-dire de race pure, selon Hitler. En 1937 et 1938, les nazis organisent l'exclusion des juifs en leur interdisant l'accès aux écoles publiques, cinéma, théâtre, hôpitaux. Du 9 au 10 novembre 1938, pendant ce qui sera appelé la nuit de cristal, des juifs sont assassinés, leurs commerces et synagogues sont vandalisés. L'extermination des juifs européens débute officiellement en juin 1941. En Europe de l'Est, les juifs sont enfermés dans des ghettos, comme celui de Varsovie, où beaucoup meurent de faim ou à cause des mauvaises conditions de vie. Le 20 janvier 1942, pendant la conférence de Wannsee, de hauts responsables du régime nazi se réunissent et décident l'extermination de tous les juifs d'Europe. C'est donc l'anéantissement de toute une population jugée inférieure par les nazis qui est mise en place. Ainsi, une des plus grandes causes de l'Holocauste nazi est le concept darwinien selon lequel le progrès arrive seulement lorsqu'il y a anéantissement et éradication de ceux considérés plus faibles dans la lutte pour la survie. Il est très dur d'évaluer les réels motifs d'Hitler et de ses partisans, mais des théories inspirées de Darwin y ont certainement joué un rôle important. Le darwinisme a donc aidé à justifier et à encourager toutes les atrocités commises par les nazis au nom de la pureté raciale et de l'évolution. Cependant, les arguments des darwinistes sont très contestables. Nous avons interviewé M. David Allard, doctorant en recherche, pour lui demander son avis sur une théorie des scientifiques darwinistes que nous avons précédemment évoquée. Donc d'abord, connaissez-vous cette théorie selon laquelle la dimension de la taille cérébrale a un lien avec l'intelligence d'une personne? Oui, en fait, cette théorie propose qu'il y ait une hiérarchie entre les différentes ethnies basée sur une corrélation entre
taille cérébrale et l'intelligence des humains. D'accord, très bien. Et pensez-vous que cette théorie est fondée? Il n'y a pas d'évidence scientifique qui appuie cette relation entre l'intelligence, entre la taille cérébrale et l'intelligence. D'ailleurs, il y a un anthropologue, Stephen Gould, qui a critiqué les études qui ont fait les mesures des crânes dans un livre intitulé The Mismeasurement of Man, qui est publié en 1981, dans lequel il pointe vers un biais qui aurait été fait par les scientifiques qui étaient de couleur de peau blanche, qui auraient pris des mesures de façon à favoriser les crânes de personnes blanches vis-à-vis des crânes indiens et de personnes de couleur de peau noire. D'accord, merci. Et, certains anthropologues ont développé la théorie selon laquelle les personnes noires étaient inférieures aux personnes blanches car leur taille cérébrale était inférieure. Qu'en pensez-vous? En fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'évidence qui appuie cette relation entre la taille cérébrale et l'intelligence. Ce serait plutôt multifactoriel. L'intelligence serait multifactorielle. Et c'est plutôt une question de complexité de la connectivité des neurones. Donc les cellules effectrices du cerveau sont des neurones. Ce sont ces cellules qui véhiculent l'information au cerveau. C'est plutôt un réseau de cette connexion-là entre les neurones qui facilite le transport de l'information qui serait associé à une intelligence. Super. D'accord, merci. Alors, comment expliquer que ces théories aient été véhiculées par certains anthropologues? En fait, la théorie elle a été exposée dans une période où c'était justement les peuples de couleur blanche cherchaient à justifier les actes de colonisation, notamment au niveau du nettoyage ethnique durant la colonisation, ainsi que pour justifier des actes d'utilisation de l'esclavage, d'esclaves en fait. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Au revoir. Au revoir. En plus de cela, il est totalement injustifié d'affirmer que des personnes sont supérieures à d'autres. Une espèce est constituée d'individus ayant les mêmes caractères et pouvant se reproduire et engendrer une descendance viable et fertile. Dans une espèce, les scientifiques ont la possibilité de faire des groupes de population sur un ensemble de différences phénotypiques. En effet, même si les hommes possèdent tous les mêmes gènes, ils sont tous différents. Cela s'explique par la diversité des versions de chaque gène, appelée allèle, et également dans la diversité des combinaisons possibles de ces allèles au cours de la reproduction sexuée. Ainsi, cette diversité a notamment pour origine des modifications dans la séquence d'un gène donné. Les mutations introduisent une variabilité génétique. La réplication de l'ADN est semi-conservative, ce qui signifie que les deux brins de la molécule se séparent et chaque brin sert de modèle pour la synthèse de son brin complémentaire par une enzyme appelée ADN polymérase. Lors de la réplication de l'ADN, cette enzyme peut effectuer une modification de la séquence de nucléotides, ce qui entraîne une mutation. Il en existe 3 types. Les substitutions, où la base est remplacée par une autre, les délétions, où une base est supprimée dans la séquence d'ADN, et les insertions, où une base est ajoutée dans la séquence d'ADN. De plus, à tout moment du cycle cellulaire, les nucléotides peuvent subir des modifications chimiques, notamment avec les agents mutagènes, tels que les UV ou le tabac, etc. Si cette mutation a lieu dans une cellule germinale, elle pourra être transmise à la descendance, donnant ainsi naissance à un nouveau caractère. La sélection naturelle intervient aussi pour privilégier certains caractères. En fonction des conditions de l'environnement, ce ne sont donc pas les mêmes caractères qui sont avantagés, ce qui peut expliquer la répartition spatiale des phénotypes humains tant que les populations évoluent séparément. Mais dans la nature, la reproduction sexuée génère de la différence et non de l'uniformité. Le concept des races est donc un concept humain, basé sur le fait de faire reproduire les individus qui ont des caractères proches entre eux pour obtenir des descendances avec ces mêmes caractéristiques. Mais grâce à la libre circulation des personnes peuvent vivre dans différents pays et se reproduire avec différentes personnes, ce qui contredit la notion de race. Ainsi, l'homme a voulu s'appuyer sur des théories scientifiques pour se justifier. Et c'est ce qu'il a réussi à faire en déformant la théorie de Darwin. Il a ainsi voulu expliquer l'esclavage, la colonisation ou encore l'eugénisme, en affirmant que la sélection naturelle évoquée par Darwin s'appliquait à l'homme, et donc que certaines races humaines étaient supérieures à d'autres.
Cependant, comme nous l'avons démontré précédemment, il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Il n'y a donc pas de barrière d'espèce. Toutes les différences entre les hommes sont dues à l'évolution, c'est-à-dire la transformation des populations vivantes qui se manifestent par des changements de leur caractère génétique au cours des générations. Mais malgré leurs différences, ces hommes sont capables de se reproduire entre eux. Ainsi, l'évolution permet donc d'expliquer la biodiversité sur Terre et notamment la diversité des êtres.